Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes référent ou référente handicap au sein d'un organisme de formation ou d'un CFA et vous voulez tout savoir sur la grille d'évaluation des besoins d'un apprenant en situation de handicap. Vous êtes au bon endroit. Je suis Marie-Pierre Barrault, conseillère ressources handicap formation et je travaille au sein de la délégation AGFIP Auvergne-Rhône-Alpes. Tout d'abord, laissez-moi vous dire quelques mots sur le pourquoi de cet outil. L'AGFIP a conçu la grille d'évaluation des besoins d'un apprenant en situation de handicap pour vous guider et vous permettre de vous approprier les étapes de la démarche collaborative d'analyse d'une situation de handicap dans un contexte de formation. L'outil que je vais vous présenter va guider votre réflexion pour identifier les besoins singuliers de votre apprenant au regard de la situation de formation, rechercher les solutions de compensation, formaliser le plan d'adaptation personnalisé, solliciter les financements adéquats et suivre les aménagements que vous allez mettre en œuvre. Un outil pédagogique, pratique et facilitant, certes, mais en tant que référent ou référente handicap, je l'utilise quand? Idéalement, le plus en amont possible de l'entrée en formation. Concrètement, dès que vous avez identifié un apprenant en situation de handicap ou à risque qui nécessite une évaluation. Vous vous demandez sans doute comment vous procurer cet outil. Rien de plus simple. Rendez-vous sur le site de la GFIP, www.gfip.fr, cliquez sur l'onglet Acteurs de la formation, déplacez-vous sur la page et téléchargez le fichier Évaluer les besoins de vos apprenants. Tadam! Ça y est, nous y sommes. Comme vous le voyez, la grille se présente sous forme d'un tableur Excel qui comporte plusieurs onglets. Sur le premier onglet Présentation, vous trouverez les outils qui vous sont proposés et les informations utiles. Les onglets de couleur rose-orangé sont ceux que vous allez compléter. Les onglets de couleur grise vous donnent des informations sur vos obligations réglementaires, le processus d'évaluation, mais encore sur la RQTH. Vous pouvez accéder aux différents onglets en cliquant simplement sur le bouton. Avant de pouvoir compléter cet outil, il vous faut évaluer les besoins de votre apprenant. Facile à dire, mais comment faire? Vous avez identifié que l'un de vos apprenants est en situation de handicap et vous souhaitez évaluer ses besoins par rapport à la formation qu'il va suivre. Cette évaluation est de votre responsabilité en tant que référent ou référente handicap. Mais rassurez-vous, vous n'allez pas la faire seule. L'étape 2 est donc essentielle. Il est primordial que l'évaluation du besoin se fasse de manière concertée. Pour cela, vous allez identifier l'ensemble des acteurs clés que vous allez associer. La question à vous poser est simple. Qui peut apporter des informations, des éclairages, des expertises sur le parcours de votre apprenant et sur la formation qu'il va suivre? L'étape 3 va vous permettre d'identifier les difficultés que votre apprenant va rencontrer au regard de la situation de formation. Il s'agit ici de partir du contexte de formation et de voir en quoi celui-ci restreint les possibilités de participation ou d'action pour votre apprenant, et ce, à chacune des étapes de son parcours de formation. L'étape 4 consiste à évaluer ses besoins et identifier des solutions de compensation. Ici, vous allez pouvoir repenser le cadre pédagogique et spatio-temporel de la formation, dérouler le parcours de formation et investiguer les outils et méthodes pédagogiques proposés, les espaces de travail, les rythmes, etc. Vous allez ainsi activer l'ensemble des possibles pour identifier des solutions et proposer des adaptations. Vous pouvez alors passer à la dernière étape et formaliser cette évaluation, décrire les adaptations proposées et les chiffrer,
et compléter la grille d'évaluation des besoins d'un apprenant en situation de handicap. Je vais maintenant vous présenter une grille basée sur une situation réelle, complétée par une référente handicap, une de vos pairs, qui a accepté que nous la partagions avec vous en l'anonymisant, bien entendu. Le premier onglet que vous allez avoir à compléter est le contexte de la demande. Ici, on va vous demander des informations sur le ou la bénéficiaire, sur la formation suivie. Est-ce qu'on est en année 1 ou en année 2, par exemple, dans le cadre d'un contrat en alternance? Puisque vous le savez, les évaluations doivent être faites sur chaque année de formation. L'intitulé de la formation, sa date de début, sa date de fin, qui est le financeur. Vous avez la possibilité de choisir parmi les différents financeurs sur cette liste déroulante. Et si on est dans le cas d'une formation en alternance, renseigner des informations sur l'entreprise et indiquer le cas échéant s'il s'agit d'un contrat d'apprentissage. Et voilà, on en a terminé de ce premier onglet. On va maintenant passer à l'onglet évaluation des besoins qui constitue vraiment le cœur du réacteur de cet outil. Sur cet onglet, vous allez tout d'abord indiquer des informations concernant l'évaluation que vous avez menée à bien, mais également la temporalité. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a vu les différentes parties prenantes que vous pouviez associer et que vous deviez associer à cette évaluation. Là, dans le cas précis, l'apprenante a été associée ainsi qu'un membre de sa famille et son référent de parcours, conseiller Cap Emploi. L'équipe ressources handicap formation a également été mobilisée en appui pour mener à bien cette évaluation. L'évaluation, vous allez devoir la caractériser. Soit c'est une évaluation initiale, soit une évaluation complémentaire, soit une évaluation de renouvellement. Initiale, comme son nom l'indique, c'est celle que vous allez faire sur la première année de formation ou sur la formation, si on est sur une formation de 3 mois, par exemple. Évaluation de renouvellement, c'est celle que vous ferez la deuxième année, si on est dans le cadre d'un contrat en alternance. Et l'évaluation complémentaire, c'est l'évaluation que vous allez pouvoir faire en cours de formation, soit parce que la situation de santé de votre apprenant évolue et que de ce fait, il y a de nouveaux besoins, soit parce qu'il y a de nouvelles modalités pédagogiques, soit de nouvelles difficultés qui apparaissent, qui n'avaient pas été identifiées lors de l'évaluation initiale. Maintenant que la temporalité de l'évaluation et que les participants à cette démarche ont été complétés, vous allez pouvoir réfléchir et noter toutes les difficultés que va pouvoir rencontrer votre apprenant, ses besoins et donc les solutions d'adaptation, de compensation que vous allez lui proposer. Vous verrez sur cet onglet qu'on balaye l'ensemble des étapes du parcours, des épreuves de sélection, en passant par la formation en centre, les épreuves d'examen et le soutien à la formation en entreprise lorsqu'on a des périodes d'immersion ou une formation en alternance. Pour chacune de ces étapes, la méthodologie est la même. On va vous demander à chaque fois d'exposer le contexte, la situation ou la tâche qui vont être proposées à l'ensemble des apprenants, mais qui vont poser problème à votre apprenant en situation de handicap. Et dans un deuxième temps, d'expliciter quelles sont les difficultés qu'il va rencontrer. Comme vous pouvez le voir à l'écran, sur cette première partie, la référente handicap n'a rien saisi, soit parce qu'il n'y avait pas de besoin sur cette étape de parcours, soit parce que le besoin et la situation de handicap ont été identifiés après les épreuves de positionnement. Quand il n'y a rien, bien évidemment, on ne complète rien. Prenons l'exemple de la partie formation en centre.
La référente handicap et les parties prenantes qui ont participé à cette évaluation ont identifié qu'au regard du contenu de la formation, l'apprentissage du code, qui est un des modules particuliers de cette formation dans les métiers du digital, serait particulièrement difficile pour cette apprenante et que le rythme dense de la formation, plus le fait d'être en alternance, allait générer de la fatigue. Les difficultés qui ont été identifiées, vous les avez sous les yeux, des difficultés d'organisation, de la fatigue, un problème au niveau de l'orthographe, des difficultés de mémorisation, pardon, de concentration, besoin de consignes support adaptées, incapacité à écouter et écrire en même temps, et on revient sur l'appréhension du code qui sera particulièrement difficile. C'est donc au regard de ces difficultés que les parties prenantes de cette évaluation ont réfléchi à des solutions d'adaptation, de compensation, qui peuvent en fait correspondre à chacune des thématiques qu'on vous présente ici. Contenu et modalités de la formation, donc là, on va plutôt s'adresser au cadre de la formation, outils, méthodes pédagogiques, le cœur de vos métiers, soutien pédagogique individuel ou en petits groupes, aide humaine en appui aux apprentissages, sensibilisation du collectif ou aide technique. Là, il va vraiment s'agir de balayer l'ensemble de ces thématiques et de voir ce que vous pouvez faire, proposer, mettre en œuvre pour pouvoir compenser les difficultés que vous avez identifiées. Prenons l'exemple du cadre de la formation pour cette apprenante au regard de la fatigabilité qui avait été identifiée. Il est proposé de réduire la durée d'une journée de formation d'1 heure, de dispenser de certains cours lorsque ce sera nécessaire et de proposer la formation en distanciel au lieu du présentiel lorsque la fatigue sera trop importante. Typiquement, comme vous le voyez à l'écran, ces aménagements ne génèrent pas de coûts supplémentaires. Pour autant, il est important et indispensable de les porter sur cette grille parce que c'est bien l'ensemble de ce que vous allez pouvoir proposer sur les différentes thématiques qui va permettre de compenser les difficultés de la personne au regard de la situation de formation. Prenons un deuxième exemple sur les outils et méthodes pédagogiques. Les supports de cours vont devoir être adaptés aux besoins de cette apprenante. Il va donc y avoir des heures qui vont être dédiées à un intervenant pour pouvoir adapter les supports de cours. En l'occurrence, là, on va vous demander d'indiquer s'il s'agit d'un de vos formateurs internes, formateur ou intervenant, ou s'il s'agit d'un prestataire externe, d'indiquer le nombre d'heures qui vont être dédiées à cette activité et le coût unitaire. Par coût unitaire, lorsqu'il s'agit d'un prestataire, c'est son coût hors taxe au regard du devis qu'il va vous proposer. Lorsqu'il s'agit d'un formateur interne, vous allez prendre le coût de son salaire brut chargé. Si vous ne détenez pas cette information, rapprochez-vous de vos services administratifs ou comptables qui pourront vous donner les éléments. Là, en l'occurrence, on a affaire à un prestataire externe à un coût horaire de 50 €. Les calculs se font de manière automatique. Si vous changez un chiffre ici ou bien là, les calculs se font tout seuls, ceci afin de vous éviter un maximum de saisies. Un temps de cours supplémentaire, donc du soutien pédagogique individuel, est également proposé à cette apprenante. Une sensibilisation a été faite auprès de l'ensemble des formateurs qui vont intervenir dans cette section, ainsi que ça peut être fait aussi auprès des collègues de formation, du collectif de formation. Et il y a également l'achat d'un logiciel de correction orthographique et d'un logiciel de dictée vocale. Voilà pour ce qui concerne la partie en centre de formation. On passe aux épreuves d'examen, demande de tiers-temps. Je rappelle que les demandes doivent être faites par vous, structure de formation,
auprès du certificateur de la formation. Pour le tiers-temps qui relève de vos obligations réglementaires, il n'y a pas de coût supplémentaire qui sera pris en charge. Là encore, comme ça avait été le cas pour les cours, il y a besoin d'adapter les supports qui serviront lors des épreuves d'examen et de sensibiliser également les intervenants. Pas de nécessité de soutien à la formation en entreprise dans le cas précis, mais vous voyez que c'est également prévu pour pouvoir articuler les adaptations qui vont être proposées en centre de formation, celles qui vont être proposées en entreprise et pouvoir faire des points de suivi plus fréquents si besoin. Des éléments concernant la sécurisation du parcours relatif à l'accès au droit ou à la suite du parcours. Si vous mettez des choses en plus de ce que vous faites pour l'ensemble de vos apprenants. Et dernière partie, le suivi des adaptations. Là encore, il s'agit d'indiquer ce que vous allez faire pour tous, de type bilan intermédiaire, bilan de fin de parcours. Ça ne constitue pas un surcoût. Par contre, il y a des points qui vont être réalisés de manière hebdomadaire, à la fois avec l'apprenante, mais aussi avec l'équipe pédagogique. Et ces heures-là sont valorisées. Nous arrivons à la fin de cet onglet. Vous le voyez, les totaux se sont faits. Nous avons donc un montant global des adaptations nécessaires qui se porte à 4 243 €. Le dernier onglet que je souhaite vous présenter ne concerne que les CFA. Pour les apprentis, nous avons donc rajouté cet onglet qui vous permet de disposer de la grille 6 modules du coût contrat majoré que certains OPCO peuvent vous demander. Tout ce que vous avez saisi dans l'onglet précédent, évaluation des besoins, est venu s'incrémenter dans l'un des 6 modules. À ce stade, vous n'avez que 2 montants à saisir. Le premier, c'est le montant de l'évaluation. Les montants sont forfaitaires. Pour une évaluation initiale, c'est le cas de l'exemple que je vous présente. Le montant est donc de 350 €. Vous allez jusqu'au total et dans cette dernière case, vous allez indiquer le montant de financement que vous allez solliciter auprès de l'OPCO. Le montant étant plafonné pour chaque année de contrat à 4 000 €, là, dans le cas précis, on dépasse les 4 000 €, donc vous saisirez le montant maximum qui est de 4 000 €. Imaginons que vous ayez une évaluation à hauteur de 2 500 €, vous auriez donc saisi ici la somme de 2 500 €. Si vous rebasculez sur l'onglet précédent, au niveau du total, vous avez donc un montant total de 4 593, 4 000 € que vous allez demander à l'OPCO et ce qui dépasse les 4 000 €, en l'occurrence 593 €, vous pourrez solliciter un financement auprès de la GFIP. Nous arrivons au dernier onglet de la grille, l'onglet réalisation. Ce que vous avez saisi dans l'onglet évaluation des besoins, c'est reporté automatiquement. Vous pourrez ainsi, en fin de formation ou à la fin de l'année d'un contrat en alternance, faire le bilan des adaptations mises en place. Pour chacune des lignes, à côté du montant prévu, vous saisirez le montant effectivement réalisé. En cas d'écart entre le prévisionnel et le réalisé, vous pourrez indiquer les raisons de ces écarts dans la case commentaires. Nous en avons terminé avec la grille d'évaluation des besoins. Maintenant que le plan d'adaptation individualisé est finalisé, vous allez pouvoir mobiliser le financement de ces adaptations. Pour identifier le financeur, la première question à vous poser est la suivante. Est-ce que l'apprenant relève du secteur privé ou bien du secteur public? Ensuite, quel est le statut de votre apprenant? Pour un apprenti qui relève du secteur privé,
L'OPCO financera les aménagements dans le cadre du droit commun si l'apprenti a une RQTH et si la case RQTH est cochée sur le CERFA. Pour un apprenti relevant du secteur privé qui a fait un dépôt de dossier RQTH et dispose d'un accusé-réception de sa demande, vous solliciterez l'AGEFIP en adressant une demande d'aide à l'adaptation des situations de formation, la 2ASF. Ce sera la même chose pour les autres publics éligibles à l'offre d'intervention de l'AGEFIP, les salariés du privé, les demandeurs d'emploi, les travailleurs indépendants, les alternants en contrat de professionnalisation, avec reconnaissance administrative du handicap ou dépôt de dossier auprès de la MDPH. Pour les apprentis et les agents de la fonction publique, le financement sera fait par le FIPHFP. Vous voulez en savoir plus? Vous avez besoin d'un appui ou de conseils? Tous les conseillers, conseillères ressources handicap formation présents dans chaque délégation régionale de l'AGEFIP sont là pour vous accompagner. N'hésitez pas à les contacter. Pour trouver les coordonnées des conseillers, conseillères ressources handicap formation de votre région, rendez-vous sur le site de l'AGEFIP, www.agefip.fr, dans l'onglet « Acteurs de la formation ». Cliquez ensuite ici pour télécharger l'annuaire de la ressource handicap formation. Vous pouvez également accéder à la page régionale de votre délégation à cet endroit. Avant de vous quitter, je tiens à remercier Isabelle, mon binôme, qui a géré de main de maître toute la partie technique et le montage de cette vidéo. Elle et moi vous disons à bientôt.